Bonjour, je m'appelle Julien. J'ai 24 ans et je suis mécanicien d'engins agricoles itinérant. Ma maison, c'est ma camionnette, avec son odeur de gasoil et de café froid. Je n'aurais jamais cru que la pire tempête de neige depuis 20 ans allait me sauver de moi-même. Mais laissez-moi commencer par le début. Tout a commencé par un appel pour un vieux tracteur, au fin fond du Cantal, là où les routes ne font plus que des lacets serrés entre les sapins. Ma camionnette peinait dans les montées. À chaque virage, mes outils s'entrechoquaient à l'arrière, une musique que je connaissais par cœur. Je conduisais depuis des heures, le chauffage poussé au maximum, mais un froid tenace s'infiltrait par les joints des portières. Dehors, le ciel avait la couleur du plomb. Je vivais comme ça, de ferme en ferme, ne restant jamais assez longtemps pour que le silence devienne trop lourd. J'avais juste besoin que le moteur tourne, celui de la camionnette ou celui que je réparais. Le téléphone avait grésillé. Une voix de femme, directe. La ferme du col perdu, mon Renault ne démarre plus. Juste ça. J'avais déplié la vieille carte en papier sur mon siège passager, le GPS ne captant plus rien depuis longtemps. Le nom de la ferme était écrit en tout petit, au bout d'un chemin qui semblait s'arrêter au milieu de nulle part. J'ai remis la carte à sa place et j'ai continué à monter, les pneus crissant sur les graviers d'une route de plus en plus étroite. Quand je suis enfin arrivé, les premiers flocons commençaient à tomber, gros et humides. La ferme était isolée, un bâtiment de pierre sombre et une grande grange en bois, posée au creux d'un vallon silencieux. J'ai coupé le contact. Le silence qui a suivi était total, seulement troublé par le sifflement du vent qui s'engouffrait entre les bâtiments. J'ai attrapé ma caisse à outils sur le siège et j'ai sauté à terre, la semelle de mes bottes s'enfonçant dans une terre déjà gelée. Une femme se tenait sur le seuil de la grange, les bras croisés sur sa poitrine. Elle me regardait arriver sans bouger, comme si elle faisait partie du paysage. Elle portait une simple chemise de flanelle et un jean usé, délavé aux genoux. Le vent soulevait une mèche de ses cheveux bruns, mais elle ne fit aucun geste pour la remettre en place. Elle attendait, simplement. Ses bottes étaient couvertes de boue séchée, la même boue qui craquait maintenant sous mes pieds. En m'approchant, j'ai vu que son regard était d'un bleu acier, direct, habitué à jauger le temps et les bêtes. Elle était plus âgée que moi, peut-être une dizaine d'années de plus. Il n'y avait rien de doux dans ses traits, juste une sorte de solidité, comme les vieilles pierres des murs de sa ferme. Elle a suivi ma progression, la tête légèrement inclinée, jusqu'à ce que je m'arrête à quelques mètres d'elle, posant ma caisse à outils au sol avec un bruit sourd. « C'est vous, Julien ?» Sa voix était grave, sans inflexion. J'ai hoché la tête, le froid me coupant le souffle. « Pour le tracteur. » Je n'ai rien ajouté de plus. Les mots me semblaient inutiles, superflus face à elle. Elle a décollé son dos du montant de la porte, le bois a gémi doucement. Son regard n'a pas quitté le mien une seule seconde. J'ai senti le besoin de fourrer mes mains dans mes poches, juste pour les occuper. Elle n'a pas tendu la main. Elle a juste fait un signe de tête sec en direction de l'intérieur sombre de la grange. « Il est là. Dépêchez-vous, le ciel ne me dit rien qui vaille. » En disant cela, elle a levé les yeux vers les nuages qui s'épaississaient, un geste d'expert qui évaluait la menace. J'ai remarqué ses mains. Elles étaient fortes, les jointures marquées par le travail, des mains qui savaient tenir des rênes et des outils bien plus lourds que les miens. Je l'ai suivie à l'intérieur. L'odeur de foin, de cuir et de cheval m'a enveloppée. Une odeur froide et réconfortante à la fois. La lumière du jour peinait à entrer. Au centre de l'immense espace, le vieux tracteur Renault orange semblait attendre, massif et immobile. Quelques chevaux de trait ont tourné la tête vers nous depuis leur box, leurs naseaux fumant dans l'air glacial. Elle a posé une main sur l'encolure de l'un d'eux, un geste machinal, presque inconscient. Elle a tapoté le capot rouillé du tracteur. Le démarreur, je pense. Mais je ne suis pas mécanicienne. Elle a haussé les épaules, comme pour minimiser le problème, mais son regard est retourné vers la grande porte ouverte de la grange. Dehors, les flocons étaient devenus plus petits, plus rapides. Un rideau blanc qui commençait déjà à effacer le paysage. Elle a frotté ses bras pour se réchauffer, un geste rapide, presque agacé. Elle n'a rien dit d'autre. Je me suis approché de la machine, j'ai posé ma main sur le métal froid. C'était un modèle que je connaissais bien, un de ceux qui ne vous lâchent jamais, sauf quand on en a le plus besoin. Le vent s'est levé d'un coup, faisant claquer un volet quelque part. Elle a frissonné,
cette fois de manière visible. J'ai ouvert ma caisse à outils, le cliquetis du métal a résonné dans le silence de la grange. J'allais avoir besoin de plus de lumière. J'ai sorti une clé à molette. Son poids était familier dans ma paume. Je me suis tourné vers elle. Elle me regardait, les bras de nouveau croisés, une barrière entre elle et le reste du monde. Je m'appelle Julien. Elle a dit s'appeler Élise. J'étais à la ferme du col perdu pour réparer son tracteur avant que le ciel ne nous tombe dessus. C'était le plan du moins, le plan simple et clair. Avant que tout ne bascule, le plan n'a pas tenu. Élise m'a trouvé le lendemain matin, à moitié gelée dans ma camionnette, le moteur silencieux. Elle ne m'a pas crié dessus. Elle a juste ouvert la portière, une bourrasque de neige s'est engouffrée à l'intérieur et elle a dit « Venez, la grange sera plus sûre. » Je l'ai suivie sans un mot, mes pieds s'enfonçant dans une poudreuse qui montait déjà jusqu'aux genoux. Elle m'a installé dans un coin vide, sur des bottes de foin. Elle est revenue un peu plus tard. Le courant avait sauté. Elle tenait une vieille lanterne à pétrole en laiton, dont la flamme projetait des ombres dansantes sur les murs en pierre. Dans son autre main, une assiette avec du pain et du fromage, et une tasse fumante. Elle a posé le tout sur une caisse en bois retourné. « Mangez », a-t-elle ordonné avant de se tourner vers les chevaux. Je l'ai regardé brosser l'un d'eux. Ses gestes étaient lents, méthodiques. Les jours suivants se sont fondus les uns dans les autres, rythmés par le hurlement du vent. Je ne pouvais pas partir. Les routes étaient des murs blancs. Pour ne pas rester inutile, j'ai commencé à l'aider. J'ai réparé une charnière de porte qui grinçait. J'ai nettoyé les abreuvoirs gelés. On ne parlait pas beaucoup. Le travail suffisait. Je la regardais, la façon dont elle posait sa main sur l'encolure d'un cheval pour le calmer, son regard qui balayait l'horizon blanc par l'ouverture de la grange. Un après-midi, alors que je graissais la chaîne d'un palan, elle s'est approchée. Elle tenait un vieux licol en cuir, les coutures cassées. « Vous savez faire ça ?» m'a-t-elle demandé en me le tendant. J'ai pris le cuir usé dans mes mains. Il était froid et rigide. J'ai hoché la tête. J'ai sorti mon kit de couture du camion et je me suis assis sur une botte de foin, près de la lueur de la lanterne. Elle est restée là, à me regarder travailler en silence. Pendant que je passais l'aiguille dans le cuir épais, elle a fini par parler. Mon père disait toujours qu'un homme qui prend soin de ses outils est un homme de confiance. Elle a dit ça en regardant mes mains, pas mon visage. Puis elle a ajouté après une pause. Il ne faisait confiance à personne. Elle a haussé les épaules, comme si ce n'était rien, et elle est allée vérifier les réserves de foin. J'ai continué à coudre, le fil ciré glissant sous mes doigts. La semaine s'est écoulée comme ça. La tempête s'est calmée, mais la neige restait, épaisse et lourde. J'avais fini toutes les petites réparations que je pouvais trouver. Un matin, je nettoyais la lanterne à pétrole, polissant le laiton terni jusqu'à ce qu'il retrouve un peu de son éclat. Élise est entrée, elle s'est arrêtée en me voyant. Elle a regardé la lanterne, puis moi. Elle n'a pas brillé comme ça depuis des années, a-t-elle dit. Sa voix était plus douce, presque surprise. Elle s'est appuyée contre un poteau, les bras croisés. La route principale devrait être dégagée demain. Je n'ai rien répondu, j'ai juste continué à frotter le laiton avec un chiffon. Le silence s'est étiré. Dehors, un morceau de glace est tombé du toit avec un bruit sourd. J'ai senti son regard sur moi. J'ai reposé la lanterne avec précaution sur la caisse. Mes mains se sentaient soudain vides, inutiles. J'ai essuyé la graisse sur mon pantalon. Il y a une clôture qui a cédé sous le poids de la neige, au fond du Préest, a-t-elle finalement dit, en se détournant pour regarder par la porte. J'aurais besoin d'aide pour la redresser avant de lâcher les chevaux. Ce n'était pas une question, c'était un fait. J'ai attrapé ma veste sur un clou. Je prends les pinces. J'ai simplement répondu. On est sortis ensemble. Le soleil sur la neige nous a aveuglés un instant. Le froid était mordant, l'air pur. Nos pas crissaient dans la neige. On a travaillé côte à côte pendant 1 heure, dégageant les poteaux, retendant le fil de fer barbelé. Mes doigts étaient engourdis malgré les gants. À un moment, en tenant un poteau pour qu'elle puisse le fixer, mes pieds ont glissé sur une plaque de glace cachée. J'ai perdu l'équilibre. Ma main s'est agrippée à ce qu'elle pouvait. C'était son bras. Le tissu de sa veste était rêche sous mes doigts.
Elle s'est raidie. On était resté comme ça, immobile, pendant une seconde qui a semblé durer une éternité. Je pouvais sentir la chaleur de son corps à travers les épaisseurs de vêtements. J'ai retiré ma main comme si je m'étais brûlé. Je me suis redressé, le visage tourné vers le sol. J'ai fait semblant de vérifier la tension du fil, le tirant avec plus de force que nécessaire. Elle n'a rien dit. Elle a juste repris son marteau et a recommencé à enfoncer les crampons dans le bois gelé, mais ses coups étaient moins assurés qu'avant. Un des clous a plié. Elle a juré à voix basse, un souffle de buée s'échappant de ses lèvres. Elle a arraché le clou tordu avec la tenaille et en a pris un autre. J'ai gardé les yeux fixés sur le poteau, mes mains serrées sur le bois froid. On a fini le travail sans échanger un autre mot. Sur le chemin du retour vers la grange, la distance entre nous semblait plus grande. Le soleil commençait à descendre, colorant la neige d'une teinte rosée. J'ai marché un peu derrière elle, regardant ses bottes laisser des empreintes profondes. Elle ne s'est pas retournée. Une fois à la grange, elle a rangé ses outils et est partie vers la maison. Je suis resté seul dans la pénombre grandissante. L'odeur de foin et de cuir me semblait différente. J'ai attrapé une fourche et j'ai commencé à repailler un box qui était déjà propre, juste pour occuper mes mains. Le bruit régulier de la paille remuée était la seule chose qui brisait le silence. J'ai regardé la lanterne que j'avais nettoyée, sa surface en laiton reflétant la faible lumière du soir. Plus tard, en m'asseyant sur ma botte de foin, j'ai trouvé un objet tombé de sa poche. Un petit couteau pliant avec un manche en bois de serre, usé par des années d'utilisation. Il était simple, un outil. J'ai passé mon pouce sur le bois lisse. Je l'ai serré dans ma main. Dehors, la nuit était tombée complètement. J'ai entendu la porte de la maison s'ouvrir et se refermer. Elle est revenue avec le dîner, comme tous les soirs. Elle a posé l'assiette sur la caisse, à côté de la lanterne allumée. Nos regards se sont croisés un bref instant. Elle a vu le couteau dans ma main. Elle a juste hoché la tête, un de ces hochements de tête secs, et s'est retournée pour s'occuper des chevaux. J'ai ouvert la main et j'ai regardé le couteau. Il semblait soudain très lourd. Et c'est comme ça que les 3 premières semaines ont passé, entre les chevaux le matin et la lueur de la lanterne en laiton le soir, jusqu'au jour où ma main a trouvé son bras près de la vieille clôture. Son petit couteau était maintenant dans ma poche, et le silence entre nous n'avait plus jamais été tout à fait le même. Il était rempli de choses que nous ne savions pas comment dire. Le couteau de poche d'Élise est resté dans ma veste pendant 1 semaine. Je le sentais contre ma hanche à chaque fois que je me penchais pour resserrer un boulon ou soulever une botte de foin. La neige avait commencé à fondre, un goutte à goutte constant depuis les gouttières de la grange, marquant le passage lent des jours. Je ne réparais plus seulement des choses cassées. J'entretenais la ferme, je la faisais tourner avec elle. Chaque matin, je réglais la pompe à eau avant même qu'elle n'apporte le café. Notre routine s'est installée sans qu'on en parle. 2 tasses de café fumant sur une caisse en bois, le silence seulement brisé par le bruit des chevaux qui mangent leur avoine. Elle passait toujours une main sur l'encolure de son vieux comtois, César, en regardant le ciel. Je la regardais faire, tout en vérifiant la pression des pneus du petit chariot. C'était devenu notre façon de nous dire bonjour, un rituel muet dans la lumière grise de l'aube, au milieu de l'odeur de terre humide et de paille fraîche. Un après-midi, pendant que je remplaçais une planche pourrie sur la clôture du paddock, elle est venue s'appuyer contre un poteau, les bras croisés. Mon père disait que le bois de chêne tient une vie entière, a-t-elle dit en regardant la planche neuve que je tenais. J'ai simplement hoché la tête et j'ai commencé à la clouer. Le bruit sec du marteau a rempli l'air. Elle est restée là, à regarder mes mains travailler, jusqu'à ce que j'ai fini de planter le dernier clou. Plus tard dans la semaine, on a dû déplacer des sacs de grains. Elle en a attrapé un en même temps que moi. Nos doigts se sont effleurés, ses callosités contre ma peau. Ni elle ni moi n'avons retiré notre main tout de suite. La toile de jute était rêche entre nous. J'ai senti la chaleur de sa peau malgré le froid de la grange. Finalement, j'ai lâché prise et j'ai attrapé un autre sac, le cœur battant un peu plus vite contre mes côtes. Je me suis concentré sur le poids du grain sur mon épaule. Ce soir-là, la mèche de la lanterne à pétrole a commencé à faiblir. J'ai sorti mes outils et je l'ai démonté sur la caisse en bois. Élise s'est assise en face de moi sur une botte de foin et m'a regardé nettoyer chaque pièce de laiton avec un chiffon huilé. Elle ne disait rien, mais son silence n'était plus une barrière.
Elle a fini par prendre une petite brosse et a commencé à nettoyer les rainures du réservoir, ses gestes précis et calmes. « Il l'a acheté à la foire de Saint-Flour l'année de ma naissance », a-t-elle murmuré en continuant de brosser. « Il disait que c'était pour ne jamais manquer de lumière, quoi qu'il arrive. » Elle a posé la brosse et a passé son doigt sur le laiton que je venais de polir. Je n'ai rien dit. J'ai juste continué à ajuster la nouvelle mèche que j'avais taillée dans un bout de corde de coton, mes mains se sentant soudain un peu maladroites sous son regard. Les jours se sont transformés en semaines. Le verre a commencé à percer le blanc des champs. Un soir, alors qu'elle pensait une petite coupure sur la jambe d'un poulain, elle a parlé de son père, de la façon dont il lui avait appris à être forte, à ne jamais dépendre de personne. Il confondait indépendance et solitude, a-t-elle dit à voix basse, sans me regarder, en appliquant doucement une pommade. Le poulain a poussé un petit hennissement et s'est appuyé contre elle. Je suis resté à l'écart, à réparer un licol en cuir, le même que le premier jour. Le fil ciré passait difficilement à travers le cuir épais. Je me suis concentré sur ce geste, sur la résistance du matériau sous mes doigts. Je ne lui ai offert aucun mot de réconfort, aucune solution. J'ai simplement continué à coudre point après point, lui offrant mon silence comme seul témoin. Je sentais que c'était tout ce qu'elle demandait. J'ai tiré sur le fil pour resserrer la couture. Elle m'a rendu le couteau quelques jours plus tard. Elle l'a simplement posé sur la caisse à côté de ma tasse de café du matin. « Gardez-le », a-t-elle dit. Mon père disait qu'un homme sans couteau n'est qu'à moitié un homme. Elle a haussé les épaules, comme pour minimiser son geste, et s'est détournée pour aller remplir les abreuvoirs. J'ai pris le couteau. Le manche en bois de serre était chaud, comme si elle l'avait tenu dans sa main pendant longtemps. Je ne pensais plus à ma camionnette, ni à la route. Ma vie d'avant me semblait lointaine, comme l'histoire de quelqu'un d'autre. Je me suis surpris à remarquer la façon dont le soleil du matin frappait la crinière des chevaux, ou le son particulier que faisaient de ses bottes sur le gravier. Une fois, je l'ai vu rire, un vrai rire, parce qu'un des poulains essayait de lui voler son bonnet. J'ai arrêté ce que je faisais, une clé à molette à la main, juste pour graver ce son dans ma mémoire. Un après-midi de pluie battante, on s'est retrouvés coincés dans la petite sellerie. L'odeur de cuir et de cire était partout. Elle cherchait une vieille sangle, et en se retournant, nos corps se sont frôlés. Son visage était à quelques centimètres du mien. Je pouvais voir les fines ridules au coin de ses yeux bleus. J'ai senti son souffle sur ma joue. Ma main qui tenait un marteau s'est crispée sur le manche. Elle n'a pas reculé. Elle a juste tenu mon regard, sa lèvre inférieure légèrement mordue. Le bruit de la pluie sur le toit en tôle était assourdissant. J'ai senti le besoin de dire quelque chose, n'importe quoi, mais aucun son n'est sorti. J'ai fini par détourner les yeux le premier et j'ai fait un pas en arrière, prétextant chercher un outil dont je n'avais pas besoin. L'air entre nous était soudain devenu lourd, difficile à respirer. Le soir, le silence pendant le repas était différent. Ce n'était plus un silence confortable. Je n'arrêtais pas de faire tourner le couteau qu'elle m'avait donné sur la table en bois, le faisant pivoter encore et encore. Elle remuait son potage qui était déjà froid, le regard perdu dans le vide. Dehors, la pluie avait cessé. On pouvait entendre le chant d'un crapaud au loin. J'ai fini par me lever et sortir sur le porche. Elle m'a rejoint quelques minutes plus tard, sans un mot. Elle s'est appuyée contre le poteau à côté de moi et on a regardé la lune se dévoiler entre les nuages. Nos épaules se touchaient. Cette fois, aucun de nous n'a bougé pour créer de la distance. On est resté là, à respirer l'air frais et humide de la nuit. Le contact de son bras contre le mien était la seule chose réelle dans l'immensité silencieuse. Il y a 2 ans, j'ai commencé, ma voix rauque. J'ai sorti le couteau de ma poche et j'ai commencé à tailler une petite brindille que j'avais ramassée. J'ai perdu ma fiancée. Un accident de voiture, sur une route verglacée. Les copeaux de bois tombaient à mes pieds. C'était la première fois que je prononçais ces mots à voix haute devant quelqu'un. Élise n'a rien dit. Elle a juste posé sa main sur mon bras, juste au-dessus du coude. Sa main est restée là. Je pouvais sentir la pression de chacun de ses doigts à travers le tissu de ma chemise. J'ai arrêté de tailler la brindille. Je suis resté immobile, regardant droit devant moi, vers les montagnes sombres qui se découpaient sur le ciel étoilé. Son geste n'essayait pas de réparer quoi que ce soit. Il disait juste « Je suis là ».
Et pour la première fois depuis 2 ans, je n'avais plus l'impression de porter ce poids tout seul. 2 mois ont passé comme ça, tissés de travail partagé et de silence de plus en plus plein. On était devenus une équipe, un mécanisme bien huilé. Je connaissais le bruit de ses pas avant même de la voir. Elle savait quel outil j'allais demander avant que j'ouvre la bouche. La ferme avait repris vie, et moi avec. Je me sentais plus chez moi dans cette grange que n'importe où ailleurs dans ma vie. Un matin, elle m'a demandé de l'aider à trier de vieux papiers dans le bureau de son père, une pièce qui sentait la poussière et le temps arrêté. C'était un capharnaüm de factures et de vieux registres d'élevage. Elle est partie vérifier une jument qui allait mettre bas, me laissant seule avec des piles de souvenirs. Je déplaçais une pile de vieux journaux pour les mettre à la poubelle, faisant attention à ne rien abîmer d'important. C'est là que je l'ai vue. Glissé sous une pile de factures de 1998, il y avait un bulletin météo imprimé. Il était daté du jour exact de mon arrivée, 3 mois plus tôt. Mes mains se sont arrêtées. Je l'ai déplié. Une alerte de blizzard, la plus forte depuis 20 ans, était décrite en détail. Et juste à côté du titre, une seule phrase, encerclée plusieurs fois à l'encre rouge. Routes impraticables pendant au moins 72 heures. J'ai relu la phrase, encore et encore. Le papier était fin et jauni entre mes doigts. Dehors, j'entendais Élise parler doucement à sa jument, sa voix calme et rassurante. J'ai regardé la date, puis le cercle rouge. Elle savait. Avant même que le premier flocon ne touche le sol, avant même que je n'arrive au bout de son chemin, elle savait que la tempête arrivait. J'ai replié le papier et l'ai glissé dans ma poche, son contact soudainement glacial contre ma peau. La nuit était tombée depuis des heures, épaisse et sans lune. Nous étions dans la grange, près de la lanterne en laiton dont la flamme projetait nos ombres immenses sur les murs de pierre. Dehors, le vent ne faiblissait pas, il cognait contre le bois comme un poing. J'étais en train de vérifier le serrage d'une boucle sur un harnais, juste pour occuper mes mains. Élise, elle, brossait lentement la crinière de César, son vieux cheval de trait. Son geste était un murmure dans le vacarme. Soudain, un bruit a déchiré le hurlement du vent. Un craquement sec, profond, qui a vibré à travers le plancher de terre battue et a remonté le long de ma colonne vertébrale. Ce n'était pas le bois qui brûle, ni le tonnerre. C'était le son de quelque chose qui cède. J'ai lâché le harnais. Mes mains sont restées suspendues en l'air. En face de moi, Élise s'est figée, la brosse à mi-chemin de son mouvement. Seuls ses yeux ont bougé, levant la tête vers les poutres sombres au-dessus de nous. Une fine pluie de poussière et de sciure est tombée, dansant dans le faisceau de la lanterne. Une longue fissure sombre comme une cicatrice venait d'apparaître sur la poutre maîtresse. Le bois gémissait, un son long et plaintif écrasé sous un poids invisible. Élise a posé la brosse sur le rebord du box. Son geste était lent, délibéré. Elle s'est tournée vers moi. Son visage, à la lueur de la flamme, était un masque sans expression, mais ses jointures étaient de blanche sur la barrière du box. « Il faut les sortir. » Sa voix était à peine un souffle, mais elle tranchait le bruit. Sans attendre ma réponse, elle a pivoté et a marché d'un pas rapide vers les stalles, décrochant des licoles de leurs clous. Je l'ai suivie, le cœur battant contre mes côtes. Le vent a redoublé de violence, faisant trembler toute la structure. J'ai attrapé la lanterne, sa chaleur était une maigre consolation contre le froid qui venait de s'installer au creux de mon ventre. Les chevaux étaient terrifiés. Leurs yeux roulaient dans l'obscurité, leurs naseaux soufflèrent des nuages de buée. Ils se cabraient dans leur box étroit. Élise s'est approchée de la première jument, lui parlant d'une voix basse et continue, tout en essayant de lui passer le licol. J'ai ouvert la porte du box, prêt à la guider. Un autre craquement, plus fort cette fois, a fait trembler le sol. La jument a henni, un cri strident de pure panique, et s'est jetée en arrière. Nous avons travaillé dans un chaos contrôlé, une danse frénétique dans la lumière vacillante. Elle calmait, je guidais. On a sorti les chevaux un par un, les menant vers l'étable plus récente, une construction en parpaing attenante à la grange. La neige s'infiltrait par les fissures du toit, fondant sur nos cous. Je pouvais sentir la chaleur et l'odeur de panique des animaux, leur corps puissant frôlant le mien dans l'étroit passage. Le bois au-dessus de nos têtes n'arrêtait plus de gémir. Il ne restait que César.
Le vieux Comtois était planté au milieu de son box, les jambes écartées, refusant de bouger. La peur l'avait transformé en une statue de granit. Élise tirait sur sa longe, l'appelant par son nom, mais il ne bougeait pas d'un centimètre. J'ai contourné l'animal et j'ai commencé à pousser contre sa croupe massive, mes bottes glissant sur la paille. « Allez !» ai-je crié pour couvrir le bruit d'une tuile qui se brisait sur le sol. Soudain, avec un grondement sourd, une partie du toit s'est affaissée à quelques mètres de nous, déversant une cascade de neige et de poutres brisées. La déflagration a fait sursauter César. Il a bondi en avant, nous entraînant avec lui. Nous avons couru, glissant et trébuchant, jusqu'à ce que nous passions la porte de l'étable. J'ai claqué le lourd verrou juste au moment où un autre morceau de la toiture s'effondrait derrière nous, dans un vacarme assourdissant de bois déchiqueté. Nous sommes restés là, le dos plaqué contre la porte, à bout de souffle. La poussière retombait lentement. Dans le silence relatif de l'étable, je n'entendais que le bruit de nos respirations saccadées et le cœur des chevaux qui battaient la chamade. Élise a laissé tomber la longe. Elle a levé une main tremblante pour repousser une mèche de cheveux de son visage maculé de suie. Elle s'est tournée vers moi. Nos regards se sont accrochés dans la pénombre. Elle a fait un pas, puis un autre. Elle a posé ses deux mains à plat sur ma poitrine. On aurait dit qu'elle voulait s'assurer que j'étais bien réel. Je sentais les tremblements qui parcouraient son corps, ou peut-être étaient-ce les miens. Puis elle s'est hissée sur la pointe des pieds et a pressé ses lèvres contre les miennes. Ce n'était pas un baiser tendre, c'était un baiser de survie, un geste de pure nécessité, salé de sueur et de peur. J'ai glissé mes mains autour de sa taille, la retenant contre moi. Le baiser a pris fin aussi brusquement qu'il avait commencé. L'adrénaline de la fuite s'est dissipée, nous laissant dans le silence de l'étable, au milieu des chevaux haletants. J'ai senti mes mains glisser de sa taille. Elle a fait un pas en arrière, son visage une ombre indéchiffrable dans la faible lueur. Sans un mot, elle s'est détournée et a posé une main tremblante sur l'encolure de César, son souffle formant de petits nuages devant elle. Je suis resté près de la porte, le dos contre le bois froid, le goût de ses lèvres encore sur les miennes. J'ai touché ma bouche du bout des doigts, un geste incertain. Dehors, le vent avait cessé son assaut, laissant place à un silence assourdissant, celui de la neige qui tombe. Elle n'a pas regardé dans ma direction une seule fois. Elle a juste continué à caresser son cheval, se cachant derrière la masse rassurante de l'animal. Le lendemain matin, le monde était blanc et silencieux. La tempête était passée. Je suis sorti le premier, mes bottes s'enfonçant dans la neige fraîche. Le toit de la grange était un trou béant vers le ciel bleu pâle. Élise est sortie de la maison, portant 2 tasses fumantes. Elle m'en a tendu une sans croiser mon regard. La vapeur de nos cafés s'est mêlée dans l'air glacial, créant un écran fragile entre nous. Le silence était plus lourd que la neige. Nous avons passé les jours suivants à travailler. Nous avons érigé un abri temporaire pour le foin, déblayé les poutres brisées. Les mots étaient rares, uniquement fonctionnels. « Passe-moi le marteau. Tiens cette bâche. » Le baiser était une chose non dite, suspendue dans l'air entre chaque coup de scie, chaque planche clouée. Je la regardais soulever des charges que je peinais à porter seule, sa mâchoire serrée par l'effort. Je me suis surpris à vouloir alléger son fardeau. Un soir, la cuisine était seulement éclairée par la vieille lanterne à pétrole, posée au centre de la table en bois. J'ai sorti de ma poche le bulletin météo que j'avais trouvé. Je l'ai déplié, le papier jauni crissant doucement, et je l'ai fait glisser sur la table vers elle. Ses mains, qui nettoyaient un couteau, se sont immobilisées. Elle a baissé les yeux vers la feuille, vers le cercle d'encre rouge. Elle n'a pas essayé de nier. Son visage s'est durci, une forteresse de pierre. Elle a posé le couteau et a croisé les bras sur sa poitrine. « Tu aurais dû partir avant que ça ne commence », a-t-elle dit, sa voix basse et sans inflexion. « Je le savais. » Elle a levé les yeux vers moi, me défiant de la juger. J'ai ramassé une miette de pain sur la table et l'ai fait rouler entre mon pouce et mon index, attendant. Elle s'est levée d'un coup, la chaise a raclé le sol. Elle a fait les 100 pas dans l'espace confiné. « Tu ne comprends pas, Julien. Cette ferme, les dettes, le toit effondré, ce n'est pas ta lutte. » Sa main a fait un geste vague vers la fenêtre obscure. « Tu n'as pas signé pour ça. » Je suis resté assis, mon regard la suivant, la flamme de la lanterne dansant dans mes yeux. Puis elle s'est arrêtée juste en face de moi, son ombre projetée sur le mur derrière elle.
Tu es jeune, tu as la route, une vie à construire. Tu ne peux pas rester coincé ici, à rafistoler la vie d'une femme plus vieille que toi. » Elle a baissé le menton, fixant ses bottes usées. Je me suis toujours débrouillé seul. C'était dit comme une condamnation, pas comme une fierté. Je me suis penché en avant, mes coudes sur la table. Cette première nuit, ai-je commencé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Quand tu es arrivé dans la grange avec cette lanterne, pourquoi ? Pourquoi ne pas m'avoir laissé dans ma camionnette ? J'ai levé les yeux vers elle. La question a rempli tout l'espace de la cuisine, chassant l'air de nos poumons. Son armure s'est fissurée, ses épaules se sont affaissées. Parce que ce jour-là, quand je t'ai vu arriver, j'ai eu peur. Pas de la tempête. J'ai eu peur du silence qui viendrait après ton départ. Elle a ravalé sa salive, son regard bleu acier brillant d'une lueur nouvelle. Alors je me suis dit, juste pour une fois, nous n'avons qu'une seule couverture. Ce n'était plus une question de survie, mais un aveu. Je me suis levé, lentement. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé la silhouette brisée de la grange sous les étoiles. La ferme semblait blessée, mais elle était toujours debout. J'ai senti son regard dans mon dos, attendant le verdict. J'ai sorti son petit couteau de ma poche, le manche en bois de serre était chaud au contact de ma paume. C'était un poids familier, rassurant. Je me suis retourné vers elle. J'ai fait les quelques pas qui nous séparaient. J'ai pris sa main, celle qui avait tant travaillé, et j'y ai déposé le couteau, refermant ses doigts dessus. « Garde-le », ai-je dit doucement. Je reste. Ses doigts se sont crispés sur l'objet, comme si elle se raccrochait à une bouée. Je n'ai pas lâché sa main. J'ai plongé mon regard dans le sien pour qu'elle voie que chaque mot était vrai, qu'il venait d'un endroit que je croyais gelé à jamais. Je ne fuis plus. Ni le froid, ni toi. Une larme a tracé un chemin silencieux sur sa joue couverte de poussière. Elle ne l'a pas essuyée. Elle est juste restée là, immobile, sa main dans la mienne. Le lendemain, nous étions dehors au lever du soleil. L'air était vif et plein de promesses. J'ai dessiné sur un bout de bois un plan pour la nouvelle charpente. Elle s'est penchée par-dessus mon épaule, son souffle chaud sur mon cou, et a pointé un détail avec son doigt. Nous n'avons rien dit de plus. Il y avait une grange à reconstruire. Cela nous prendrait tout le printemps, et je savais que j'étais enfin rentré à la maison. Le printemps est arrivé en silence, faisant fondre les derniers souvenirs de la tempête. Nos matins commencent désormais sur le porche. Je lui apporte son café, noir, sans sucre, dans la même tasse ébréchée. Elle est déjà là, le regard perdu sur les champs où le verre reprend ses droits. Elle prend la tasse, nos doigts s'effleurent, un simple hochement de tête. C'est notre façon de dire que la journée peut commencer, que nous sommes prêts. Le bois de la balustrade est chaud sous ma paume. La reconstruction de la grange a rythmé nos journées. L'odeur de la sciure de pin a remplacé celle de la poussière et du désastre. Je coupe les planches, elle les ajuste. Ses mains, que je croyais seulement faites pour la terre, mesurent et tracent avec une précision qui m'étonne encore. Je lui tends le marteau, un geste devenu si familier. Elle le prend sans me regarder, déjà concentrée sur le clou suivant. Le bruit de nos efforts résonne dans la vallée, un son plein d'avenir. Parfois, en graissant l'essieu du vieux tracteur Renault, je regarde mes mains. Elles sont différentes. Des callosités se sont ajoutées à celles du mécanicien, celles du fermier. Je me souviens du garçon qui est arrivé ici, fuyant une route verglacée, le cœur gelé. Il ne reconnaîtrait pas l'homme qui, maintenant, sent la terre sous ses ongles et ne regarde plus la route. Je resserre un dernier boulon. Le métal est chaud sous mes doigts. Le moteur tourne rond maintenant. Les soirs nous trouvent épuisés sur les vieilles chaises de la cuisine. Un soir, elle a massé son épaule endolorie en grimaçant. Sans réfléchir, j'ai posé ma main sur la sienne et j'ai pris sa place, mes doigts cherchant les nœuds de tension dans ses muscles. Elle n'a pas sursauté. Elle a juste laissé tomber sa tête en avant. Un soupir lui a échappé. Un abandon silencieux. Je n'ai rien dit. J'ai juste continué. Le silence entre nous était doux comme un tissu usé. En vérifiant les clôtures du Préest, nous sommes passés près du poteau que nous avions réparé dans la neige. Le souvenir de ma main glissant sur son bras était là, suspendu dans l'air tiède du printemps. Elle a ralenti son pas, juste une seconde. Je lui ai tenu le fil barbelé pour qu'elle passe, comme je l'avais fait ce jour-là. Elle a traversé,
et son regard a croisé le mien. Il n'y avait plus de panique, juste une reconnaissance tranquille. J'ai relâché le fil, qui a vibré doucement. La vieille lanterne à pétrole a trouvé sa place. Elle est sur le manteau de la cheminée dans la maison, son laiton brillant reflétant les flammes. Ce n'est plus un outil de survie, mais un phare. Chaque soir, quand la lumière baisse, c'est Élise qui l'allume. Je la regarde faire, le grattement de l'allumette, la mèche qui s'embrase, la douce lueur qui chasse les ombres des coins de la pièce. Elle repose l'allumette éteinte dans une petite soucoupe en céramique. Notre vie s'est tissée de ces petits riens. Je répare la pompe à eau pendant qu'elle prépare la soupe, son couteau frappant la planche à découper en un rythme régulier. On ne parle pas de l'avenir, on le construit, un jour à la fois. Parfois, en la regardant jeter du grain aux poules, la lumière du soir dans ses cheveux, je dois poser l'outil que je tiens, juste pour regarder. Je reprends ensuite mon travail, le cœur un peu plus ancré dans cette terre. Ce soir, assis sur le porche, sa main a trouvé la mienne. Ses callosités contre les miennes. C'était une conversation sans mots. Mon regard a balayé la charpente neuve de la grange, solide sous les étoiles, puis est revenu vers elle. Cette tempête ne nous a pas piégés. Elle nous a sauvés. Je sais qu'il y aura d'autres hivers, d'autres tempêtes, mais je sais aussi que je ne les affronterai plus seul. Il nous reste tant de saisons à reconstruire.